Salut à tous, ici Raph pour Spin Elite et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un pio. Aujourd'hui on va parler d'une main intéressante qui a été jouée sur Winamax et qu'on m'a envoyé, c'est pas moi qui l'ai jouée. Et je la trouvais intéressante pour plusieurs raisons. Je pense qu'elle va nous permettre de parler de sujets intéressants comme les sizing par exemple, les sizing à la turn. Je trouve qu'elle va parfaitement illustrer certains concepts de bet sizing à la turn. Et puis c'est une main qui est globalement plutôt sympa à commenter, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Elle a été jouée en 100 euros sur Winamax entre deux joueurs réguliers. Donc le joueur qui m'a envoyé cette main décide de min-raise au bouton roi 10 suité. Évidemment jusque-là c'est tout à fait standard. Le board, la small blind fold et la big blind call. On est environ 23 bb deep, ça va être quasiment la même range d'open que 25 deep. On pourrait décider d'être très précis et d'avoir une range légèrement différente que celle de 25 deep, mais je pense que la plupart des joueurs réguliers vont utiliser à peu près la même range. Le board vient roi 9-10, le joueur qui s'appelle All In Only qui a défendu en big blind décide de check. Et le joueur au bouton décide de c-bet un petit peu moins que Mipo avec roi 10. Je pense, une première chose à noter ici, c'est que au bouton, en général, on a envie, contre la big blind, on a envie de c-bet à assez haute fréquence, puisque il y a un gros avantage de range. Ici, je pense pas que ce soit une main qui soit fantastique à slow play. On pourrait trouver des raisons de la check un petit peu, mais globalement, dans l'immense majorité des cas, ça va être un bet. Donc le joueur en position décide de bet Mipo et il se fait call par son adversaire. La turn est un as. La big blind check. Et le joueur en position décide de bet pot sur cette carte qui lui ouvre un flush draw. C'est quelque chose qui m'a fait un petit peu tiquer sur le coup, le sizing. Pour plusieurs raisons, je les expliquerai un peu plus en détail quand on aura Pio pour appuyer notre réflexion. La première, c'est qu'on n'a pas énormément besoin de protection. Le fait que l'as de cœur nous ouvre un flush draw rend le bet pot moins intéressant, je trouve. C'est une main qui a vraiment pas peur de grand chose. La plupart des mains qui pourraient nous suck out river vont fold quoi qu'il arrive à la turn, ou alors les mains comme valet dame nous battent déjà, donc pas vraiment d'intérêt de battre super cher aussi. Et puis on rentrera plus en détail sur ce sizing. Quoi qu'il en soit, il se fait call ici par son adversaire. La river est un 2. La big blind check et I always win se retrouve à bet 12 bb dans un pot de 26, donc environ 40% pot, légèrement plus, 45% pot. Et All In Only a fini par call avec valet 10, donc troisième paire avec un bloqueur sur la straight, tandis que I always win gagne avec deux paires roi 10. Donc il y a pas mal de choses intéressantes à discuter dans cette main. La première, ça va être le sizing à la turn. Est-ce que c'est vraiment optimal de faire ce genre de sizing à la turn dans ces configurations-là? La seconde, ça va être à la place de All In Only, quand on fait face à un bet aussi cher à la turn, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit call dès la turn? Et si oui, quand on se retrouve à la river et qu'on fait face à un bet all-in, est-ce qu'on doit call à nouveau avec valet 10? Est-ce qu'on n'a pas des meilleurs combos pour call? Ou alors, est-ce que le fait d'avoir un bloqueur sur la straight justifie un call ici? Donc on va se retrouver tout de suite sur PioSolver et on va essayer d'aller un peu plus en détail sur cette main. A tout de suite. Et on se retrouve du coup sur PioSolver pour voir un petit peu plus ce qu'il en est à propos de cette main. Donc, excusez-moi. Première chose à noter, comme d'habitude, c'est qu'il n'y a pas de donk. C'est un board sur lequel ça ferait aucun sens avec la range de bébé de décider de donk. Et puis on l'avait dit, grosse fréquence de ces bêtes. J'ai mis que l'option Mipo ici, parce que c'est le sizing qui a été employé dans la main, qui a été joué. Et voilà, ça me permettait un petit peu de simplifier les explications. On voit qu'il y a une assez grosse fréquence de ces bêtes, aux alentours de 70%. Comment on explique ces 30% de check? La première chose, c'est que, par exemple, sur un board comme... Prenons un truc comme valet 7-2.
ici, quand on a une deuxième paire, qu'on est au bouton et qu'on a décidé de relancer, c'est un board qu'on va énormément c-bet avec nos sets. On n'en a pas beaucoup puisqu'on n'a quasiment pas de set offsuit à part à 7, alors que là, on a quand même beaucoup de deuxième et de troisième paires. On a besoin de protection et avec nos 7x, puisqu'il y a beaucoup de cartes à la turn, il y a tous les 8 ou mieux qui peuvent améliorer la main de notre adversaire et rendre notre deuxième paire beaucoup plus fragile relativement à la range de notre adversaire. Ici, c'est beaucoup moins le cas quand on a un 10 ou un 9. On a un peu plus d'intérêt à check, puisque c'est des cartes qui n'ont pas vraiment besoin de protection. Il y a très peu de cartes qui soient au-dessus du 10 ou du 9, d'autant plus que si on a un 9, un 10 serait une doublette, donc c'est pas très menaçant. Un valet ou une dame ouvrirait une straight possible, donc c'est pas non plus hyper menaçant, sachant que beaucoup de nos 9 nos pires 9 en fait, c'est valet 9, dame 9 du côté offsuit, donc c'est pas, ça serait pas trop menacé de cette façon. Et du coup ça explique pourquoi est-ce qu'on a envie de check. Étant donné qu'on a envie de check, il va falloir qu'on check aussi quelques top pairs pour protéger un petit peu notre range et pas que notre adversaire puisse décider de « Oh bah tu check, ça veut dire que tu as deuxième ou troisième paire, je vais overbet la turn après ton check » ou en tout cas faire un gros sizing, te mettre beaucoup de pression et puis si tu me calls et que la river est anodine, bah, je vais te mettre encore max pression et tu vas te retrouver dans une situation très compliquée river où tu vas, un peu comme un gardien de foot face à un penalty, tu dois choisir un côté et si t'as pas le bon, t'as perdu. Donc voilà pour le check-back. Je le disais, Roi 10, c'est pas vraiment une main qu'on va avoir envie de check-back. Les seuls vrais slow play qu'on va avoir au-delà des top pairs suités qu'on va slow play à assez haute fréquence, ça va être les rois et quelques combos de dame-valet suités, mais c'est vraiment très peu de combos. Donc il faut faire attention ici à pas tomber dans le piège de vouloir trop protéger sa range de check et se retrouver à check une main qui n'a pas l'air d'être checkée. Donc on bet 45, notre adversaire call. On voit qu'il devrait avoir 11% de raise. Au niveau de ses bluffs, voilà, j'imagine que ça va être des Dame X plus backdoor flush draw ou encore des Valet X plus backdoor flush draw, gutshot plus backdoor flush draw. C'est les seuls vrais bluffs qui ont du sens. Il y a quelques gutshot seuls aussi. Mais voilà, principalement des backdoor flush draw plus gutshot. Même si en termes de combo, ça ne représente pas forcément plus que les bluffs offsuit comme 8 et 7, Valet 7, Valet 8. Voilà. Il devrait raise ici ses meilleurs Roi X. Et c'est à peu près tout ce qu'il devrait raise en value. Dame Valet, c'est un call ici. La main est trop forte pour être raise, donc call. La turn est en As de cœur qui ouvre un flush draw, du coup pas de raison de donc, à nouveau notre adversaire, le joueur en position a beaucoup plus de As-X que le joueur en big blind, donc pas vraiment de raison de donc ici sur un As à la turn. Je réfléchis à s'il y a des cartes qu'on voudrait vraiment donc, mais même sur un valet je pense pas qu'il y ait une énorme fréquence de donc, voilà c'est 0 et une dame disons pareil 0, donc il y a très peu de cartes ici qui sont vraiment avantageuses pour le joueur hors de position, une brique totale non plus. Peut-être un 8 ou un 7. Voilà, il y a un tout petit peu plus, mais ça reste quand même très faible. On est aux alentours de 1%, 1% et demi. Donc, toujours pas de donc, mais ça, c'est pas vraiment la décision la plus importante. Ici, du coup, c'est là qu'on va passer le plus de temps. Donc notre adversaire check à la turn et on est avec une décision de barrel ou non. La première chose à noter, c'est qu'on a 100% de barrel. Pourquoi? L'As, c'est une carte qui est extrêmement favorable au joueur en position. C'est lui qui en a le plus dans sa range. C'est une range qui est assez réduite et qui contient quasiment tous les As-X, donc forcément il en a une tonne et c'est une carte qui est très favorable. On voit aussi que sur la range de c-bet, le joueur en position va c-bet pas mal de As-X, que ce soit As-Valet, As-Dame, As-8, As-7, As-6. Il va aussi c-bet As-10 pour faire deux paires, As-Roi, il va c-bet pas mal
ses as avec backdoor flush draw, tandis que son adversaire, lui, dès la turn, dès le flop, il va fold des hauteurs as, donc de toutes les hauteurs as qui n'ont pas fait de paire, et même les hauteurs as avec flush draw, avec backdoor flush draw, vont être fold. Donc c'est une carte qui est très favorable, ce qui entraîne une fréquence de barrel à la turn absolument monstrueuse. Maintenant, il faut bien voir quelque chose ici, et c'est pour ça, en fait, plus on bet cher, et là le joueur qui m'a envoyé la main a décidé de bet pot, plus ça veut dire qu'on a envie de mettre beaucoup de bluffs dans notre range. C'est toute la théorie des sizing, plus vous sizez cher, plus vous devez avoir beaucoup de bluffs par rapport à votre nombre de value, en termes de nombre de combos. Ici sur Roi 19 As, ben, quand on regarde la range, c'est très difficile de trouver des bluffs purs. On a quelques backdoor flush draw, enfin, on a quelques gut shots avec nos mains suitées, comme Dame 7, Dame 6, Dame 5, Dame 4, Valet 7, Valet 7 qui fait double gut shot même, Valet 6. Et puis on a ces mains-là qui sont dans notre range d'open, mais qui sont vraiment pas des bluffs fantastiques. Du coup, c'est pas du tout un board sur lequel on peut se permettre de sizer cher, puisqu'on n'a pas suffisamment de bluffs. En plus de ça, c'est un board sur lequel on a envie de bet 100% de notre range, et donc des mains comme Dame 9, Valet 9, les 2, les 3, les 4, les 5, qui ne bénéficient pas vraiment d'un sizing très élevé. La deuxième chose, et là c'est plus par rapport à la main qu'on avait en particulier, c'est que on peut pas... Alors, on va le montrer de façon très simple. Avec Roi 10 à cœur, on a un flush draw, du coup on a beaucoup moins besoin de protection. Et on voit, alors j'espère que vous voyez les chiffres, que bet 180 ici avec Roi 10 à cœur, ça a une EV de 200,96 jetons, tandis que check, ça a une EV de... ou que bet 90, ça a une EV de 207,78. Donc ça fait vraiment une énorme différence d'EV, ça fait 7 jetons d'écart. Et alors que si on compare entre Roi 10 à carreau, le bet 90 et le bet 180, il n'y a plus que 5 jetons d'écart. Donc le fait d'avoir ce combo en particulier, ça nous encourage encore moins à bet cher. Du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve à faire un sizing 90, étant donné qu'on bet full range, qu'on n'a pas un bon combo pour le faire, et qu'on n'a pas suffisamment de bluff dans notre range. Donc disons qu'on est bet 90. Ici avec Valet 10, on a un call qui est assez évident. Dans la grande majorité des cas, on va call. On pourrait décider de fold dès la turn contre un joueur extrêmement tight avec peu de bluff, mais ce serait probablement... Ce serait un exploit intéressant, mais probablement difficile de le faire sans information. Quand tu fais face à ce bet 90, on va avoir le schéma classique de on va raise des très bons draws, donc des gutshot plus flush draw, gutshot plus pair comme Valet 10 plus pair plus flush draw, donc Valet 10 à cœur par exemple, et puis des doubles paires, des As 10, des As 9, des Rois 9, des As 9, des Rois 9, assez classique ici. La river est un 2 de trèfle, donc il call avec Valet 10 à carreau, la river est un 2 de trèfle. Et notre adversaire check à nouveau, pas de raison donc. Grosse range de chauve. Et là, ce qui est vraiment intéressant, évidemment, quand on a Roi 10, on ne peut pas faire autre chose que de call, que de chauve, pardon. Notre main est beaucoup trop forte pour être check ou pour être utilisée avec un sizing plus faible. On a 285 dans un pot qui fait 360, donc ça limite un peu l'intérêt de faire un sizing plus faible que chauve. Et là, ce qui est intéressant, c'est au niveau de nos bluffs. Quel bluff est-ce qu'on doit choisir, puisqu'on l'a vu, on n'en a pas beaucoup. Donc déjà, on a toutes ces dames X qui sont arrivées, donc ces backdoor flush draw, c'est pas backdoor flush draw, c'est gut shot qui ne sont pas rentrés. On a tous les valets X également, valet 8, valet 7, valet 6 qui sont de bons combos de chauve. On a toutes ces mains là, les suited connectors qu'on est obligé de barrel une fois qu'on en est arrivé là.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a quand même pas suffisamment de bluff quand on prend tous ces combos-là, et qu'on est obligé de rajouter des mains comme Valet 9, Dame 9, qui ont l'avantage de bloquer quelques combos de double paire qui vont nous call tout le temps, et en plus de ça, de bloquer des straights chez notre adversaire, qui sont des mains qui, elles, pour le coup, vont nous snap call tout le temps. Donc c'est vraiment intéressant ce spot-là, puisque on doit se retrouver à 3 barrels des quatrièmes paires, ce qui n'est pas une main si horrible que ça au final, surtout quand la quatrième paire est bien kickée et que... donc c'est pas vraiment intuitif, mais quoi qu'il en soit, si on n'arrive pas à trouver ces combos-là et à les mettre dans notre range de bluff, on n'a pas suffisamment de bluff river, et du coup c'est vraiment important de les mettre dans notre range de shove. Ici, notre adversaire fait face à un bet de 285. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il doit fold des rois. Il a plus d'As-X dans sa range, quasiment plus en tout cas, puisqu'il les a tous fold dès le flop. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une énorme fréquence de barrel à la turn. C'est parce que notre adversaire doit fold tous ses As-X au flop, et c'est en ça que la turn est si avantageuse pour le joueur en position. Donc il doit fold quelques rois X, et on voit qu'avec Valet 10, c'est un peu mixé entre call et fold. Donc là, le joueur n'a pas fait d'erreur en décidant de call. Par contre, pour que ce soit mixé, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait... ça veut dire que le call est indifférent, on ne va pas perdre d'argent, on ne va pas vraiment en gagner. On call simplement pour éviter de se faire exploiter par un adversaire qui déciderait de trop nous bluff. Et on sait que pour que notre adversaire bluffe suffisamment, il a besoin de rajouter des mains comme Valet 9, Dame 9, qui sont des mains que peu de joueurs vont prendre en bluff. Les 3, les 2 ont fait brelan river de façon un petit peu miraculeuse, et puis tous les bluffs possibles à part ça. Donc des paires plus quasiment 100% de nos combos de R. Et ça, dans la réalité, je pense pas que vous allez faire souvent face à des adversaires qui auront une fréquence de bluff assez élevée pour justifier un call avec Valet 10. Donc je pense que le call de son adversaire, d'un point de vue théorique, le call du joueur en big blind, d'un point de vue théorique, est bon, mais je pense que c'est une mauvaise adaptation par rapport au field. Et que du coup, on a un fold exploitant qui est très profitable. Et c'est ce genre de détails qui vont faire que vous allez réussir à atteindre des chips EV vraiment élevés, au-dessus de 70, à toutes les limites, voire plus en low stakes. C'est ce genre de détails, ce genre de compréhension du jeu, de comment les ranges vont interagir entre elles qui vont vous permettre d'atteindre des sommets en termes de chips par game et du coup en termes de ROI. On voit aussi que c'est plus profitable pour nous de call avec des mains comme Valet 10. Alors, on va parler de ça avant de terminer la vidéo parce que c'est intéressant. Déjà, pourquoi est-ce que c'est mieux de call avec Roi 2, Roi 3, Roi 4 qu'avec Roi 8, Roi 7, Roi 6, Roi 5 ? Quand on voit la range de bluff, river, c'est des 8-7, 8-6, 8-5, 7-6, 7-5, 6-5, 5-4. Donc, en fait, quand on a Roi 2, Roi 3, Roi 4, on bloque pas du tout la range de bluff de notre adversaire, alors que quand on a Roi 8, Roi 7, Roi 6, on la bloque. Du coup, Roi 2, Roi 3, Roi 4 sont d'excellents combos de bluff catch ici, puisqu'ils ne bloquent pas la range de call du joueur en position. Puisqu'il ne bloque pas la range de bluff du joueur en position. Je suis désolé, je suis un peu malade, un peu de mal à articuler. Et ensuite, pourquoi est-ce que Valet 10 est un meilleur call que Roi 7, par exemple, ou en tout cas il call un petit peu plus souvent? Je dirais que c'est simplement le fait qu'on bloque des straights, et puis il y a d'autres aspects qui sont en jeu sur les doubles paires, etc. Mais c'est pas extrêmement important. Ce qui est vraiment important de noter sur la range de call ici, c'est que Roi 8, Roi 7, Roi 6, Roi 5 sont des calls bien pires que Roi 4, Roi 3, Roi 2. Et ça, si vous arrivez à l'identifier in-game, ça peut faire à nouveau la différence. Pas sur un seul spot, évidemment, mais si dans toutes les situations, vous êtes capable de réfléchir à la main que vous avez en main, vous êtes contre un bon joueur régulier et vous vous dites, ok, qu'est-ce que ça implique d'avoir ce kicker-là, d'avoir ce bloqueur sur un trèfle, sur un cœur? Est-ce que ça rend mon call un peu meilleur ou au contraire un peu moins bon? Quelle est la range de barrel de mon adversaire, 2-3 barrels, etc., etc.
et ça vous permettra de prendre de meilleures décisions et au final d'améliorer votre V de façon importante si vous êtes capable dans tous les spots de trouver ces petites informations. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère aussi que pour le prochain je serai un petit peu plus en forme. Malgré ça, je pense que c'était intéressant et on va trouver un autre spot pour la prochaine fois qui aura aussi son intérêt. Ciao à tous, bonne journée.